Bonjour et bienvenue dans ce cours de physique-chimie de 3e. Ce cours est consacré aux atomes et ions. Pour l'introduire, nous allons voir deux photos. La première montre une barre de fer et la deuxième des aliments qui contiennent du fer. Alors, la question simple que nous allons nous poser, c'est est-ce que ces aliments contiennent des petits morceaux de la barre de fer? Pour répondre à cette question, ce cours va être décomposé en deux parties. D'abord, nous verrons les atomes et ses constituants. Puis nous verrons ce que sont les ions et qu'est-ce qui les différencie des atomes. Commençons par les atomes et d'abord nous allons faire ce qu'on appelle une expérience de pensée. Alors, une expérience de pensée, on appelle ça comme ceci parce qu'en fait on ne peut pas la réaliser réellement. Pourquoi? Parce que justement on va considérer qu'on a en notre possession une loupe surpuissante qui permet de voir les constituants de la matière, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et donc si on faisait ça en observant l'eau contenue dans ce verre, on verrait ce qu'on appelle les constituants de la matière, donc les molécules d'eau. Alors ces molécules d'eau sont constituées elles-mêmes d'atomes, ce que vous voyez ici. Donc en rouge, c'est un atome d'oxygène, que l'on note grand O, et en bleu, les atomes d'hydrogène, grand H. Ainsi, la molécule d'eau, on la note H2O, pour deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Là, nous venons de voir qu'est-ce qui constituait la matière, donc les molécules, et qu'est-ce qui constituait les molécules, donc les atomes. Maintenant, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui constitue les atomes? Voici un schéma qui nous donne la réponse à cette question. En fait, au centre, nous avons ce qu'on appelle un noyau. Ça représente un atome, donc au centre de l'atome, nous avons un noyau qui est constitué lui-même de nucléons, et on distingue deux types de nucléons, les protons et les neutrons. C'est les deux couleurs que vous voyez ici, vert et orange. Les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de charge électrique, tandis que les protons, eux, ont une charge et elle est positive. Autour de ce noyau, il va y avoir, ce que vous voyez les petits points rouges là, des électrons, et on appelle ça un nuage électronique. Et pour que l'atome, c'est-à-dire l'ensemble noyau et nuage électronique, soit neutre, il faut qu'il y ait autant de protons, et on a appelé ici Z le nombre de protons, que d'électrons, donc il faut qu'il y ait aussi Z électrons. Pourquoi? Parce que l'électron et le proton ont la même charge électrique. Si je prends un proton et un électron, ils auront la même charge électrique au signe près. Donc pour que l'ensemble soit neutre, il faut qu'il y ait autant de plus que de moins. Si on a Z protons, on doit avoir Z électrons. Alors ce numéro Z, on appelle ça le numéro atomique, et c'est lui qui va caractériser l'atome, donner la nature de l'atome. Donc si je regarde ma molécule d'eau, l'hydrogène, lui, son numéro atomique, c'est 1. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a un seul proton, et donc forcément un électron pour être neutre. Et l'oxygène, lui, son numéro atomique, c'est 8. Donc lui, il sera constitué de 8 protons. Et forcément, il aura aussi 8 électrons. Pour bien comprendre la constitution d'un atome, nous allons utiliser une animation. Donc je vous la présente d'abord. Vous voyez ici, vous avez les trois constituants des atomes, les protons, les neutrons, les électrons. Vous avez ici ce qu'on appelle la classification périodique des éléments, où on retrouve les atomes qui sont classés selon leur numéro atomique. Là, vous avez le bilan électrique. Vous vous rappelez qu'il y a des charges négatives qui sont apportées par les électrons, des charges positives qui sont apportées par les protons. Nous allons commencer toujours en référence avec cette molécule d'eau par montrer la constitution de l'atome d'hydrogène. Vous vous rappelez, on avait vu que l'hydrogène était caractérisé par un numéro atomique Z égale 1, c'est pour ça que c'est le premier ici dans la classification périodique. Donc il contient un seul proton. Donc je mets un proton, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc le mot stable, on le verra après plus tard, vous allez voir. Donc la charge, c'est plus 1. Donc ça ne peut pas être un atome parce qu'il a une charge. Donc on est obligé de rajouter un électron, voilà, qui va annuler, si vous voulez, la charge positive due au proton. Donc voilà l'atome d'hydrogène constitué uniquement d'un atome d'hydrogène et d'un électron. Maintenant, nous allons voir l'atome d'oxygène. Donc là, j'ai enlevé l'électron. Donc je repars avec un seul proton et je vais donc en rajouter 7 excusez-moi, pour en avoir 8 au total. Pourquoi? Alors moi je le sais, on l'a vu tout à l'heure, l'oxygène c'est Z égale 8. Donc je rajoute 7 protons. 2. Alors vous voyez, au fur et à mesure, là, le nom apparaît sur les différents atomes que l'on peut voir ici dans la classification périodique. Mais bon, ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc nous arrivons à l'oxygène, donc constitué bien de 8 protons, et vous voyez qu'il est instable. Alors qu'est-ce que ça signifie ceci? Ça veut dire que dans la nature, il existe deux catégories de noyaux. En fait, on dit plutôt que ce sont les noyaux qui sont stables ou instables. Les noyaux stables, ils peuvent conserver leur structure indéfiniment, ils ne bougeront jamais. Tandis que les noyaux instables, eux, tôt ou tard, on dit qu'ils se désintègrent, ce qu'on appelle des réactions nucléaires. Et à ce moment-là, ils émettent ce qu'on appelle des rayonnements, qui peuvent être dangereux pour l'homme. Pour le rendre stable, on va jouer sur le nombre de neutrons. Donc là, je vais rajouter des neutrons de manière à stabiliser, on va dire, le noyau.
Donc ce nombre de neutrons à ajouter, il n'est pas à connaître. Il va être proche de 8, le nombre de protons. Mais par exemple, vous voyez, si j'en mets un de plus, vous voyez, on le voit là-haut, ils sont toujours stables. Donc ça, c'est... Voilà, bon là, moi, je l'ai mis suffisamment pour qu'il soit stable. C'est ce qu'il faut retenir, et voilà. Alors maintenant qu'on est là, on voit bien que l'oxygène avec le bilan électrique, il est largement positif, puisqu'on n'a mis que des charges positives dues aux protons. Donc pour le rendre neutre, parce que l'atome est neutre, on rajoute des électrons. Donc il faut que j'en rajoute autant qu'il y a de protons, donc 8. Donc j'en ai mis 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, donc là j'ai bien l'atome d'oxygène constitué de 8 protons, 8 électrons, et là j'avais mis 9 neutrons. Une dernière chose à voir au sujet des atomes, c'est la taille, c'est-à-dire les dimensions de l'atome et du noyau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, parce qu'on a vu qu'il y avait différents types d'atomes, hein, on a vu l'hydrogène, l'oxygène, il y en a d'autres qui sont encore plus gros, mais en moyenne, la taille d'un atome, c'est environ 10-10 mètres. Donc c'est tout petit. Hein. Nos yeux ne peuvent pas percevoir des objets de cette taille-là. Ce qui est encore plus petit, c'est le noyau. Donc pour passer de l'atome au noyau, il faut diviser par 10 000, c'est-à-dire faire fois 10 puissance moins 4. C'est-à-dire qu'en moyenne, un noyau a un diamètre de 10 puissance moins 14 mètres. Alors cette puissance de 10 négative, c'est peut-être pas très facile à visualiser. Faire ce qu'on appelle un changement d'échelle. Prendre pour l'atome, je vais remplacer l'atome si vous voulez par des arènes de Nîmes. L'arène de Nîmes, c'est un monument en France. On peut dire que la dimension des arènes de Nîmes, c'est environ un diamètre de 100 mètres. Et si j'applique le même coefficient pour trouver l'équivalent d'un noyau, c'est-à-dire si je multiplie 100 mètres par 10 puissance moins 4, ça revient donc à diviser par 10 000, on trouve la taille d'une mouche environ. 100 mètres divisé par 10 000, ça fait 0,01 mètre, donc 1 cm. Voilà, une mouche environ, c'est 1 cm. Donc vous imaginez une mouche au milieu des arènes, c'est l'équivalent du noyau au milieu de l'atome. Il y a un grand espace vide autour de la mouche, et cet espace vide constitue l'atome. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la masse de l'atome concentrée dans le noyau, c'est-à-dire que la masse des électrons est négligeable par rapport à la masse du noyau. C'est-à-dire que 99,97% de la masse de l'atome se trouve dans le noyau. C'est pour ça qu'on dit que l'atome a une structure lacunaire. Lacune, ça veut dire vide, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à part le noyau, tout le reste, c'est quoi, la présence d'électrons, d'un point de vue masse, n'a pas une grande importance. Et on peut dire que la matière est constituée de vide, à part le noyau. Alors maintenant, nous allons passer aux ions. Donc on va se demander, qu'est-ce qu'un ion? Donc pour ça, je vais vous montrer de nouveau une animation pour bien comprendre la différence entre un ion et un atome. Pour comprendre ce qui distingue un ion de l'atome, nous allons reprendre l'animation que nous avons déjà vue tout à l'heure et nous allons prendre l'exemple de l'atome de lithium. Alors le lithium, vous voyez dans la classification périodique, c'est le troisième élément. Le premier étant l'hydrogène, Z égale 1, le deuxième l'hélium, Z égale 2 et le troisième le lithium. Donc je vais d'abord créer l'atome de lithium en mettant, comme on vient de le voir, comme Z égale 3 protons. Alors vous voyez, ce noyau-là est instable, donc je vais rajouter des neutrons jusqu'à ce qu'ils deviennent stables. C'est le cas. Et pour rendre l'atome neutre, je rajoute 3 électrons, puisque j'avais 3 charges positives, les électrons étant négatifs. Ainsi, ils annulent la charge positive du noyau. Alors maintenant, je vais créer des ions. Alors pour ça, pour bien comprendre, je vais faire apparaître les électrons sous forme d'orbite. C'est l'autre modèle qui existe, donc nuage, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et orbite, vous voyez, on voit mieux les électrons présents. Si je rajoute un électron en plus, l'électron étant chargé négativement, en fait, je vais créer un ion, donc ça c'est l'ion lithium moins, on l'écrit Li avec un moins en exposant. Si je rajoute un deuxième électron, donc ça devient Li2-, parce qu'il y a 2 charges négatives en plus par rapport à la neutralité. Maintenant, si je retire les électrons, donc déjà j'en retire 2 pour revenir à l'atome. Si je retire un électron, donc là cette fois-ci il y a une charge positive en plus puisque j'ai 3 protons et seulement 2 électrons. Donc là c'est Li+. Si j'en retire encore un autre, là j'ai Li2+. Pour résumer, on peut répondre maintenant à la question qu'est-ce qu'un ion en disant que c'est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Si je reprends ce qu'on vient de voir dans l'animation, je pars de l'atome de lithium constitué de 3 protons et de 3 électrons. Cet atome est neutre. Donc lui, on le symbolise par les 2 lettres Li, qui sont les 2 premières lettres du mot lithium. À cet atome, maintenant, si je lui enlève un électron, donc il n'y a plus que 2 électrons par rapport à 3 protons, donc il est chargé positivement
plus 1 en fait. Donc on va le symboliser par Li+. Je continue à en enlever un autre électron, donc j'en ai enlevé 2, il n'en reste plus qu'un. Donc là, il est chargé de plus, donc son symbole c'est Li2+. Donc les ions qui sont chargés positivement, on les appelle des cations. Maintenant, je vais revenir sur l'atome. Cette fois-ci, je vais ajouter des électrons. Donc j'ajoute un électron, donc maintenant il a 4 électrons par rapport à 3 protons. Donc il est chargé négativement. Vous rappelez, les électrons sont négatifs. Donc là, on va le noter Li1-, donc le 1 on ne le met pas, donc Li-. Je continue à ajouter un autre électron, donc je vais ajouter 2 électrons en tout. Donc il y a 5 électrons par rapport à 3 protons. Donc là, il a une charge de moins, donc on le note Li2-. Donc les ions qui sont chargés négativement sont appelés des anions. Voilà, donc en conclusion, je vais revenir sur la question qu'on s'était posée au tout début, c'est-à-dire que on s'était posé la question, est-ce qu'il y a des morceaux de la barre de fer dans les aliments qui contiennent du fer? Alors la réponse est bien évidemment non, sinon on se ferait mal aux dents. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on peut répondre non? En fait, la barre de fer, elle, est constituée d'atomes. D'accord? C'est un assemblage d'atomes qui constituent les métaux. Une barre d'aluminium est constituée d'atomes d'aluminium, une barre de cuivre est constituée d'atomes de cuivre, et une barre de fer est constituée d'atomes de fer. Par contre, les aliments qui contiennent du fer, en fait, ils contiennent des ions fer. Donc c'est soit les ions Fe2+, qu'on appelle les ions ferreux, ou les ions Fe3+, les ions ferriques. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.